Avez-vous déjà pensé que le simple bruit d'un sifflet pouvait décider du destin de 47 familles? En 1934, à Roubaix, dans le nord de la France, une jeune ouvrière de 17 ans dormait au sous-sol d'une usine textile, le visage noirci par la poussière et les mains brûlées par la soude. Rien ne laissait imaginer qu'un jour, ce même sous-sol deviendrait le cœur d'une révolution silencieuse. Car 40 ans plus tard, cette fille sans avenir allait devenir la femme qui commandait le sifflet de 6 heures. Mais entre ces deux moments, il y eut la peur, le mépris, les blessures, et une force que personne ne voyait venir. Aujourd'hui, vous allez découvrir cette histoire dramatisée, inspirée de notre réalité, une histoire sur la dignité, la persévérance et le courage de réparer plutôt que de fuir. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Nous publions chaque semaine des récits dramatisés inspirés de la vraie vie, des histoires qui parlent de travail, de courage et de mémoire. Restez jusqu'à la fin. Cette histoire pourrait bien vous rappeler que, parfois, la force la plus puissante vient du silence. La seule photographie qui reste de ce commencement montre un lit de camp en toile adossé à la chaudière, un seau en métal, l'ombre des bobines de fil en hauteur, et une jeune fille au foulard sur la tête, enroulée dans un manteau emprunté. C'est 1934, dans le nord de la France, et Mariette Duhamel dort au sous-sol de la Tissage du Canal, à Roubaix. Elle a 17 ans, les mains crevassées par la soude caustique et la fermeté de celle qui n'a nulle part où aller. Ce que personne ne sait encore, c'est qu'en 40 ans, cette fille du sous-sol deviendra la femme qui commandera le sifflet de 6 heures. Mariette est montée de la campagne après la mort de son père, attirée par les promesses de travail au métier à tisser. Juste le temps d'économiser pour une chambre, disait-elle. Un mois plus tard, le sous-sol est devenu son adresse et le sifflet de 6 heures, son réveil. Les fiches de pointage conservées aux archives municipales de Roubaix montrent qu'elle n'a manqué aucun jour pendant les 3 premières années. Pas une seule absence. Pas même quand la fièvre la clouait au lit de camp, tremblante sous le manteau qui sentait l'huile de machine. À l'étage au-dessus, la routine oscille entre bruit et discipline. Balles de coton, vapeur, graisse, l'odeur sucrée de l'amidon. La contremaîtresse, Madame Brel, contrôle le temps de chaque geste. Le salaire de Mariette couvre à peine la soupe. Le reste, elle apprend à le résoudre par des échanges. Un pain contre 1 heure supplémentaire le dimanche. Un bain chaud consenti par le chauffagiste en échange de silence. Il s'appelle Baptiste Clavel, mécanicien de four, homme de peu de mots. C'est lui qui lui enseigne les trucs d'entretien. Écouter la machine, sentir la dent usée de l'engrenage rien qu'au toucher. Savoir réparer donne la liberté, dit-il. Mais Baptiste ne lui donne pas que des leçons. Dans l'obscurité du sous-sol, il y a des baisers qu'elle ne demande pas. Des mains qui prennent ce qu'elle n'offre pas. Mariette ne dit rien parce qu'elle a besoin du bain chaud, parce qu'elle a besoin d'apprendre, parce qu'elle a 17 ans et nulle part où fuir. Elle garde ce secret comme elle garde la photographie décolorée de sa famille, cachée sous le matelas qui sent la moisissure. Personne ne sait. Personne ne saura. Les autres ouvrières l'appellent celle du sous-sol. Elle rit de ses vêtements rapiécés quand elle monte chercher son pain à la cantine. Mariette sent la jalousie lui tordre le ventre quand elle les voit avec leurs amoureux aux grilles. Elle se déteste de cette envie. Elle se déteste de sentir la graisse et la sueur. Elle se déteste d'être là. Mais chaque matin, le sifflet sonne et elle se lève parce que c'est ça, ou mourir de faim dans un fossé. En 1936, le pays bout. Grève, chansons, congés payés. Au portail, la première photographie de groupe, des ouvriers souriants, des drapeaux improvisés. Mariette, derrière, les yeux plissés par le soleil. Ces images ont été publiées dans La Voix du Nord en juin de cette année-là. Il n'y a pas de miracle, mais il y a du souffle. Elle découvre les cours du soir de la Ligue laïque, lecture de tableaux, arithmétique commerciale. Les cahiers d'exercices qu'elle a conservés montrent ses fautes d'orthographe corrigées une à une. Elle apprend à enregistrer la consommation de charbon, les pertes par rupture de fil, le temps mort par machine arrêtée. Plus que Marie du sous-sol,
Elle devient celle qui fait les comptes. La propriétaire de l'usine, Madame Vasseur, veuve, remarque la précision. Elle a la tête pour les chiffres, commente-t-elle sans gentillesse, simplement en constatant. Ce n'est pas de l'affection. C'est de la confiance dans la compétence. Mariette le comprend et n'attend rien d'autre. Elle a appris que la dignité ne se demande pas. Elle se gagne en silence, calcul après calcul, réparation après réparation. En 1937, elle ose proposer une réorganisation des postes pour réduire les trajets inutiles. Madame Brel la ridiculise devant l'atelier entier. « Vous croyez savoir mieux que nous, la fille du sous-sol ?» Les rires résonnent encore dans ses cauchemars. Mariette descend, s'allonge sur le lit de camp et pleure pour la première fois depuis la mort de son père. Puis elle sèche ses larmes, reprend son cahier et refait ses calculs. Elle ne proposera plus rien pendant 3 ans. Mais elle n'oublie pas. La guerre descend comme du verre brisé. L'occupation allemande réquisitionne les tissus. Une partie de la production passe aux uniformes. Le charbon manque, le pain diminue, la peur grandit. Baptiste disparaît en 1943. On dit qu'il a aidé à cacher du matériel pour saboter la production destinée aux occupants. Les archives de la résistance conservent une lettre de lui, interceptée par la Gestapo. « Si je survis, dites à Mariette qu'elle avait raison. » Il ne survit pas. Mariette maintient les machines vivantes avec du fil de fer et de la patience. Une nuit, le sous-sol inonde. Elle, seule, pompe l'eau, sauve les rouleaux. À l'aube, les jupes trempées, elle affronte Madame Vasseur. Si la chaudière s'arrête, l'usine meurt. La patronne acquiesce et lui tend une clé. Celle de la salle où se trouvent les livres de comptes. Ce n'est pas de l'affection, c'est de la confiance dans la compétence. Et Mariette sait que cette clé pèse plus lourd que tous les baisers volés de Baptiste. La guerre se termine, mais Mariette ne retourne pas au village pour l'enterrement de sa mère en 1946. Elle n'a pas l'argent du train. Elle reste au sous-sol, allongée sur le lit de camp, fixant la chaudière pendant 3 jours sans dormir. La culpabilité ne la quittera jamais. Des décennies plus tard, elle rêvera encore de sa mère l'appelant depuis un champ vide. Elle se réveillera en sueur, seule, le sifflet de 6 heures déjà en train de hurler. Les années de la reconstruction arrivent. L'État modernise, le crédit apparaît, la demande explose. Mariette a 29 ans et les mains si déformées par les produits chimiques qu'elle ne se ferme plus complètement. Les livres Keisha de l'Atissage du Canal, conservés dans les archives familiales Vasseur, montrent son écriture serrée, méthodique, sans une rature. Elle propose de petits changements. Repositionner les machines pour réduire les marches inutiles, modifier les horaires pour profiter de la chaleur résiduelle de la chaudière, négocier avec les fournisseurs des remises sur volume. Le gain d'efficacité se transforme en prime sur les feuilles de paie. Elle convainc la direction que la récompense réduit l'absentéisme. L'atelier, fatigué des promesses, commence à l'écouter. Elle connaît le rythme de nos dos, dit Giulia Bianchi, une Italienne qui tisse comme on prie. Stanislas Kowalski, un Polonais, plaisante. Si Mariette l'a noté, c'est juste. Mais Stanislas a aussi sa fierté blessée. Parfois, il sabote de petites choses. Un outil mal rangé. Un chiffre effacé sur une feuille. Juste assez pour lui rappeler qu'elle reste une femme dans un monde d'hommes. En 1954, à 37 ans, Mariette est élue au comité d'entreprise. Elle pleure dans le sous-sol ce soir-là. Pas de tristesse, de soulagement. Quelqu'un a voté pour elle. Plusieurs personnes même. Elle existe au-delà de la graisse et du bruit. Mais le lendemain, Madame Brel lui crache au visage dans les toilettes. « Tu te crois arrivée, la fille du sous-sol. Tu sentiras toujours la pauvreté. » Mariette essuie le crachat, se lave les mains et retourne aux machines. Elle ne dit rien. Elle note tout. Dans les années 50, Henri Vasseur, le fils, hérite du fauteuil. Il ne comprend rien au métier à tisser. Il comprend les voitures neuves. Il projette de vendre une partie du terrain pour un entrepôt, de licencier du personnel, de maquiller les chiffres. Mariette, maintenant chef de production, voit le trou. Le nouveau gérant surfacture les matières premières et vide la caisse.
Sans lettres révélatrices ni dossier miracle, elle utilise ce qu'elle sait. Les chiffres, les témoins, la régularité. Elle convoque le comité d'entreprise, présente des séries de pertes, des corrélations entre achats et chute de stock, fait témoigner ceux qui ont vu les camions partir la nuit. La mairie, pressée par le chômage imminent, entre dans la salle. Henri, acculé, renvoie le gérant et recule sur le plan de l'entrepôt. Il apprend à la craindre. Mais la crainte n'est pas le respect. Il la hait. Il la hait parce qu'elle lui rappelle ce qu'il n'est pas. Quelqu'un qui connaît la valeur du travail. En 1958, la police l'interroge. Accusation de communisme. Menace de licenciement. Henri a soufflé son nom aux autorités. Mariette passe 6 heures dans un bureau gris, répondant aux mêmes questions en boucle. Avez-vous assisté à des réunions? Connaissez-vous des agitateurs? Elle répond avec les chiffres. Je connais 47 familles qui mangent grâce à cette usine. Le policier la laisse partir. Mais la peur s'installe. La peur de perdre le sous-sol. La peur de redevenir invisible. Les années passent. Mariette vieillit avec le bruit des métiers. L'insomnie est permanente. 4 heures de sommeil par nuit pendant 40 ans. En 1965, elle tousse du sang dans un mouchoir. Elle ne le dit à personne. Elle le lave dans l'évier du sous-sol et retourne travailler. Le corps envoie des signaux, mais Mariette a appris à ne pas écouter son propre corps. Elle a appris à écouter les machines. Giulia lui enseigne une recette de soupe italienne. Elle la partage les dimanches, assise sur des caisses dans le sous-sol. Giulia parle de sa famille restée à Turin. Mariette parle peu. Mais un dimanche, elle avoue « Parfois, je me demande ce que serait devenue ma vie si j'étais restée au village. » Giulia lui prend la main déformée. « Tu serais morte de faim ou d'ennui. Ici, tu es vivante. » Mariette ne sait pas si c'est vrai, mais elle veut y croire. En 1968, la colère des jeunes traverse les portails. Les ouvriers occupent l'atissage du canal. Mariette, qui n'est ni étudiante ni théoricienne, comprend l'urgence de la dignité. Elle dort sur le sol de la salle avec les tisserands, organise le réfectoire, monte des tours de garde pour que les machines ne deviennent pas des gravats. Là, dans le silence d'une aube, elle admet à Giulia qu'elle rêve encore du sous-sol. Je dors, et le sifflet me repousse en arrière. Giulia lui répond « Le sifflet ne te possède plus, c'est toi qui le possèdes. » Mais l'épuisement pèse. Mariette a 51 ans. Sa ménopause est précoce, douloureuse. Elle saigne en silence pendant les assemblées, serrant les dents. Un soir, elle crie sur Giulia pour un détail stupide. Elle ne se parle plus pendant 2 semaines. Mariette pense qu'elle a tout gâché, qu'elle est incapable d'amitié, qu'elle est juste une machine comme les autres. Puis Giulia revient avec la soupe italienne. Elle mange sans parler. Et c'est suffisant. Au pic de la tension, Henri tente de rouvrir avec des contrats temporaires. Personne ne passe. Le journal local photographie le portail occupé. Ces images sont conservées dans les archives de la Voix du Nord, datées de mai 1968. Mais l'image qui compte est invisible. Mariette notant dans un cahier taché d'huile ce qui sera son plan de sauvetage. Flux, goulot, temps, marge possible. Elle ne sait pas encore qu'elle est en train de dessiner l'avenir. Elle croit juste qu'elle calcule pour survivre un jour de plus. 2 ans plus tard, la crise textile mord. Concurrence étrangère, fibres synthétiques, crédit court. Les données de l'INSEE montrent que 234 usines textiles ont fermé dans le nord de la France entre 1968 et 1975. Henri décide. Fermer. Les syndicats annoncent la catastrophe. 47 familles sans salaire. 47 façons de mourir lentement. Mariette a 53 ans. Elle a passé 36 ans dans cette usine. Elle ne sait rien faire d'autre qu'écouter les machines et compter les pertes. Alors elle fait la proposition que personne n'attend, transformer l'usine en coopérative ouvrière. Pas un discours, un plan. Elle va au crédit coopératif, apporte les chiffres, montre comment réduire les pertes, quelles lignes ont encore un marché. Tissu technique pour ameublement, petit lot de qualité pour les maisons de couture régionales, contrat avec les ateliers de Lyon. Le gérant de banque, un homme nommé Pelletier, la regarde pendant 2 heures présenter des tableaux tracés à la main.
Il finit par dire « Vous êtes folle ou courageuse ?» Elle répond « Je suis quelqu'un qui n'a nulle part où aller. » Elle propose de vendre sa voiture et sa maison modeste pour entrer avec ce qu'elle peut. Le reçu de vente, conservé dans les archives personnelles de Stanislas Kowalski, est daté du 18 mars 1973. Les collègues riment nerveusement, mais ils signent. 47 signatures sur le procès-verbal d'assemblée. La sienne en premier. Elle tremble en écrivant son nom. Elle pense à Baptiste. Elle pense à sa mère. Elle pense au sous-sol. Puis elle pose le stylo et se dit « Si je meurs demain, j'aurai au moins essayé de commander mon propre sifflet. » Mais le premier refus de financement arrive en 1972. La Banque nationale dit non. Trop risqué. Trop ambitieux. Mariette reste 3 jours sans sortir du sous-sol. Julia descend avec la soupe. Elle ne parle pas. Julia lui tient simplement la main déformée pendant 1 heure. Puis Mariette se lève, reprend ses cahiers et cherche une autre banque. Elle ne pleure plus. Elle a épuisé ses larmes il y a 20 ans. La vieille Madame Vasseur, recluse et malade, fait appeler Mariette en 1973. Elle a 82 ans, allongée dans un lit qui sent la lavande et la mort proche. Elle regarde Mariette avec des yeux encore lucides. Vous me rappelez mon mari quand il écoutait encore les machines. Elle promet de vendre au prix des actifs, sans facturer la prime de marque. Sans spectacle, juste la reconnaissance froide de quelqu'un qui comprend la valeur de continuer. Henri hurle. Il menace de procès. Son avocat essaie de prouver que Mariette est mentalement incapable de diriger une coopérative. Une femme de 56 ans, sans diplôme, qui a dormi dans un sous-sol. Comment peut-elle prétendre gérer une entreprise? Mariette se présente à l'audience avec 40 ans de fiches de présence, de livres de comptes remplis de sa main, de témoignages d'ouvriers. Le juge écoute Henri pendant 10 minutes. Il écoute Mariette pendant 1 heure. Il tranche. La vente peut avoir lieu. Au l'élan discret de 1974, la coopérative gagne par une marge étroite. Le portrait que personne ne prend, mais que tous gardent en dedans, c'est celui de Mariette sortant dans la cour, touchant le mur chaud de la chaudière comme on salue un vieil ami. Elle ne se dit pas patronne. Elle préfère présidente de la coopérative. Pourtant, la ville comprend. La fille du sous-sol commande maintenant le sifflet. Le premier jour de propriété, elle descend au sous-sol. Le lit de camp en toile est toujours là, rangé dans un coin. Elle le touche. Les doigts se souviennent du froid, de la faim, de la peur. Elle remonte et dit à Stanislas « Nous gardons le lit. » Il demande pourquoi. Elle répond « Pour ne jamais oublier d'où on vient. » Stanislas ne comprend pas encore. Il comprendra plus tard. Les premières semaines sont un enfer. Les fournisseurs exigent des paiements anticipés. Les clients doutent. Pouvez-vous livrer? Êtes-vous sérieux? Une coopérative ouvrière. Henri appelle les journaux. Il prédit l'échec. Loucura de pauvres, dit-il. Mariette lit les articles. Elle les découpe. Elle les colle dans un cahier. Un jour, elle les montrera aux petits-enfants des ouvriers. Mais pour l'instant, elle doit juste survivre jusqu'à la fin du mois. En décembre 1973, Mariette reçoit des lettres anonymes, des menaces de mort, des insultes, sale communiste, traître à la France. Elle les brûle dans la chaudière. Julia lui demande si elle a peur. Mariette répond « J'ai peur depuis que j'ai 17 ans. La peur ne m'arrête plus. » Elle ment. La peur l'arrête chaque matin. Mais elle se lève quand même parce que 47 familles comptent sur elle. Stanislas, maintenant vice-président, commence à montrer son respect. Un soir, il lui dit « Ma fille, je l'ai appelée Mariette. C'est la première fois qu'un homme la traite avec une tendresse qui ne demande rien en retour. » Elle ne sait pas quoi répondre. Elle hoche la tête. Puis elle descend au sous-sol et pleure pendant 10 minutes. De gratitude, de fatigue, de soulagement de ne plus être seule. Janvier 1974. La première semaine de fonctionnement de la coopérative. Mariette a 57 ans. 40 ans se sont écoulés depuis le lit de camp. 40 ans de soda caustique, de vapeur, de sifflements qui résonnent dans ses cauchemars. Elle regarde les machines tourner et pense « Nous y sommes arrivés ». Puis la chaudière tombe en panne.
le silence s'installe. Le silence qui signifie le chômage, la faim, la honte. Et Mariette comprend que le vrai combat ne fait que commencer. C'est le 7 janvier 1974. Premier lundi de la coopérative. Mariette se réveille avec de la fièvre. 38,5 degrés. 40 ans de vapeur et de poussière ont creusé leur tunnel dans ses poumons. Elle tousse en s'habillant, du sang sur le mouchoir. Elle le cache. À 6 heures, le sifflet sonne. Elle monte les escaliers du sous-sol, une marche à la fois. Chaque pas pèse 40 années. À 8h20, la chaudière émet un son étrange. Un gémissement métallique que Mariette reconnaît immédiatement. Elle court. Trop tard. Le silence s'installe. Les métiers s'arrêtent. 47 visages se tournent vers elle. 47 façons de demander. Est-ce la fin? Les fournisseurs ont dit « Si vous arrêtez plus de 48 heures, nous coupons le crédit. » La banque a dit « Si vous arrêtez, nous exécutons les garanties. » Henri Vasseur appelle les journaux. Je l'avais dit. Folie de pauvre. Julia descend au sous-sol où Mariette est assise sur le lit de camp, la tête entre les mains. Julia lui dit doucement « Tu as déjà fait plus que personne. Si nous abandonnons, personne ne jugera. » Mariette lève les yeux. Des yeux qui n'ont plus dormi 4 heures d'affilée depuis 1934. Elle répond « J'ai vendu ma maison. Vous avez signé. 47 familles comptent sur nous. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. » Julia tend la main. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mariette se lève. Elle descend les escaliers vers la chaufferie. C'est la première fois en 22 ans qu'elle y descend en tant que propriétaire. Le lit de camp est toujours là, dans le coin. Les ombres des bobines de fil dansent sur le mur. Elle touche la chaudière froide. Elle ferme les yeux. Elle entend le silence. Le silence qui signifie la faillite, la honte, le retour au néant. Puis elle respire profondément et se souvient. Baptiste m'a appris à écouter. Elle pose la main sur la tuyauterie, sans la vibration minimale. Ce n'est pas mort. C'est juste cassé. Elle appelle Stanislas, apporte la clé anglaise. Il hésite. Mariette, tu n'es plus de la maintenance. Elle le regarde avec des yeux qui ont vu 40 ans de combat. Je n'ai jamais cessé d'être du sous-sol. Et le sous-sol est à moi. Stanislas descend avec la lampe torche. Julia arrive avec les outils. Ils travaillent ensemble dans le silence. Avec ses mains déformées mais précises, Mariette identifie le point de rupture. Ce n'est pas la chaudière. C'est une vanne coincée par la rouille. Réparation simple que personne n'a pensé à vérifier. Elle dévisse, nettoie, resserre. 3 heures de travail. Ses doigts saignent. La fièvre monte. Elle tousse. Julia lui essuie le front. Stanislas tient la lampe sans trembler. Ils ne parlent pas. Ils n'ont pas besoin de parler. 40 ans de métiers à tisser leur ont appris le langage du silence. À 14h30, Mariette tourne la clé. Le livre d'incidents de la SCOP l'enregistrera ainsi. Panne résolue par Monsieur Duhamel. Production reprise à 14h30. La facture de la vanne réparée, conservée dans les archives de la coopérative, indique 8 francs 50. Un morceau de métal qui valait 47 emplois. Un morceau de métal qui valait la dignité. La vapeur revient. Le sifflet sonne. Pas le sifflet qui la servissait. Le sifflet qu'elle commande. Ils montent ensemble à l'atelier. 47 ouvriers applaudissent en silence. Des larmes sur les visages. Mariette ne fait pas de discours. Elle dit simplement « Demain, 6 heures. Celui qui arrive en premier allume la chaudière. C'est Julia qui arrivera à 5h45. À la fin de ce tour, quelqu'un prend une photographie. Mariette, de dos pour la caméra, touchant le mur de la chaudière comme on embrasse un vieil ami. Elle ne sait pas qu'on la photographie. L'image est floue, industrielle, sans glamour. Les bobines de fil projettent leurs ombres. On voit le bord du lit de camp dans le coin. On voit les mains déformées de Mariette posées sur le métal chaud. On voit la fumée de la vapeur qui revient. Mais quand ils développent la photo, tous voient, ce n'est pas la photo d'une patronne. C'est la photo de quelqu'un qui n'a jamais oublié d'où elle vient.
Julia dira plus tard, en 1985, dans une interview pour un documentaire local, « Ce jour-là, j'ai compris que la liberté, ce n'est pas de ne pas avoir de patron. C'est de travailler pour quelqu'un qui vous respecte. La photo ne sera jamais exposée dans un musée. Elle restera dans le bureau de la coopérative, encadrée simplement, regardée par chaque nouvelle génération d'ouvriers. » Ce soir-là, Mariette redescend au sous-sol. Elle s'allonge sur le lit de camp pour la première fois en 22 ans. Elle ferme les yeux. Le sifflet ne la réveillera pas cette nuit. Pour la première fois depuis 1934, elle dort 6 heures d'affilée. Sans cauchemar. Sans réveil en sueur. Juste le silence d'une chaudière qui respire et d'une femme qui a enfin conquis son propre temps. Stanislas la trouve au matin, encore allongée. Il s'inquiète. Elle ouvre les yeux et sourit. C'est la première fois qu'il la voit sourire vraiment. Elle dit « J'ai dormi ». Il répond « Bien ». Elle dit « Baptiste avait raison. Savoir réparer donne la liberté ». Stanislas ne sait pas qui est Baptiste. Mais il comprend que dans ce sous-sol, quelque chose de plus grand que la réparation d'une vanne vient de se produire. La coopérative survit. Les premières semaines sont difficiles, mais les commandes arrivent. Petites, régulières. Les ateliers de Lyon tiennent parole. Les maisons de couture régionales recommandent la qualité. Ce n'est pas un miracle. C'est du travail, des calculs précis, de la patience. Mariette ne dort toujours que 4 heures par nuit. Mais maintenant, c'est par choix. Pas par peur du sifflet. Henri Vasseur essaie encore de nuire. Il répand des rumeurs. Qualité médiocre. Livraison en retard. Mais les chiffres parlent. Les clients reviennent. En 1975, la mairie de Roubaix déclare une journée de la dignité ouvrière. Le maire mentionne Mariette. Elle n'assiste pas à la cérémonie. Elle est dans l'atelier, à vérifier les commandes. Quelqu'un lui apporte le journal avec sa photo. Elle le plie et le range dans son cahier. À côté des articles où Henri prédisait son échec. En 1976, Stanislas Kowalski, veuf depuis 2 ans, demande à Mariette de dîner. Elle a 59 ans. Elle ne sait pas comment dire oui. Elle ne sait pas comment accepter qu'un homme puisse la vouloir pour autre chose que du silence ou de la compétence. Ils dînent dans un petit restaurant près du canal. Ils parlent de machines, de chiffres, de vapeur. Puis Stanislas dit « Vous êtes belle ». C'est la première fois de sa vie qu'on lui dit cela. Mariette pleure dans sa serviette. Stanislas attend. Il a appris la patience avec les métiers à tisser. Il ne se marie pas. Mais ils partagent les dimanches. Ils lisent le journal côte à côte dans un silence qui n'est plus celui de la solitude. C'est celui de la compagnie choisie. Mariette apprend qu'on peut être touché sans avoir peur, qu'on peut être aimé sans devoir quelque chose en retour. Stanislas lui apprend à rire. Pas beaucoup. Juste assez pour que les rides autour de ses yeux changent de direction. La coopérative ne devient pas un empire. Elle survit. Elle investit lentement, crée un fonds d'urgence. Les livres de comptes montrent une croissance modeste mais régulière. En 1978, ils embauchent 3 nouveaux ouvriers. Les enfants d'anciens tisserands. Mariette les forme personnellement. Elle leur montre comment écouter les machines. Comment sentir la vibration qui dit « Bientôt, je vais casser ». Comment réparer avant que le silence s'installe. Elle leur montre le sous-sol. Le lit de camp. Elle dit « N'oubliez jamais d'où vous venez, parce que c'est ça qui vous empêchera de devenir comme Henri Vasseur. » En 1980, Stanislas meurt. Crise cardiaque, rapide. Mariette le trouve dans le fauteuil, le journal encore ouvert. Elle s'assoit à côté de lui pendant 3 heures. Elle lui parle. Elle lui dit merci. Elle lui dit qu'il lui a appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Elle trouve une lettre dans sa poche. « Tu m'as appris que recommencer n'a pas d'âge. » Mariette la plie, la range dans le cahier à côté de l'article où Henri prédisait son échec et du reçu de vente de sa maison. Elle retourne au travail le lendemain. Julia lui dit « Tu peux prendre du temps. » Mariette répond « Le temps, je le prendrai quand la chaudière s'arrêtera pour de bon. » Julia comprend.
Ce n'est pas du déni. C'est la façon dont Mariette honore les morts, en continuant, en ne laissant pas le silence gagner, en maintenant les machines vivantes. En 1982, à 65 ans, Mariette prend sa retraite. 48 ans dans cette usine. 48 ans depuis le lit de camp. L'Assemblée générale de la coopérative vote pour lui offrir une pension décente. Elle refuse d'abord. Elle dit « J'ai juste fait mon travail ». Julia lui répond « Justement. Et c'est pour ça qu'on te paie ». Mariette accepte. Pas pour l'argent. Pour le symbole. Pour prouver qu'une fille du sous-sol peut finir avec une pension de présidente. Le jour de son départ, elle ne veut pas de cérémonie. Mais ils en organisent une quand même. 47 ouvriers, dont certains n'étaient pas nés quand elle a dormi sur le lit de camp. Elle leur remet la clé du bureau à Julia, maintenant présidente. Puis, elle descend au sous-sol une dernière fois. Elle s'assoit sur le lit de camp. Elle ferme les yeux. Elle respire le métal, la vapeur, la mémoire. Elle pleure pour la première fois en 48 ans. Pas de tristesse, d'épuisement heureux. J'ai réussi, chuchote-t-elle à Baptiste, mort depuis 39 ans. Tu as dit que savoir réparer donne la liberté. Tu avais raison. Elle pleure aussi pour sa mère, morte depuis 36 ans. Pour toutes les fois où elle a eu honte de sentir la graisse, pour toutes les nuits où le sifflet l'a réveillée en sueur, pour tout ce qu'elle a enduré pour arriver à ce moment, assise sur un lit de camp, dans un sous-sol qu'elle possède, dans une usine qui porte sa dignité. Mariette vit jusqu'en 1996. Elle meurt à 79 ans, dans son appartement près du canal. L'appartement qu'elle a pu acheter avec sa pension. Julia est à ses côtés. Les derniers mots de Mariette sont « Le sifflet ne me réveillera plus ». Julia lui tient la main déformée et répond « Non, maintenant, c'est toi le sifflet ». La photographie, celle où Mariette touche le mur de la chaudière en 1974, reste encadrée dans le bureau de la présidence de la coopérative. Pas dans un musée, pas dans une exposition publique. Juste là, sur le mur, où chaque nouvelle génération de présidents la voit chaque matin. En dessous, une plaque simple. Mariette Duhamel, 1917-1996. Elle a dormi au sous-sol. Elle a commandé le sifflet. Elle ne nous a pas appris à rêver grand. Elle nous a appris à ne pas abandonner. L'atissage du canal existe toujours aujourd'hui. Ce n'est pas une grande entreprise. C'est une petite coopérative qui survit, qui investit prudemment, qui forme ses ouvriers avec patience. Le sous-sol a été rénové, mais le lit de camp est conservé dans une vitrine en verre. Les nouveaux employés font une visite le premier jour. On leur raconte l'histoire de Mariette. On leur montre la photo floue. On leur dit « Voilà d'où nous venons ». En 2015, la petite fille de Giulia Bianchi, devenue présidente de la coopérative, reçoit une proposition d'achat. Une grande entreprise offre 10 fois la valeur du terrain. Elle refuse. Les actionnaires s'indignent. Pourquoi refuser? Elle répond en montrant la photo. Parce que Mariette ne nous a pas appris à vendre. Elle nous a appris à tenir. Et tant que cette chaudière respirera, nous tiendrons. L'histoire de Mariette n'est pas une histoire de miracle. C'est une histoire de petites victoires arrachées au silence, de chiffres notés dans des cahiers tachés d'huile, de mains déformées qui n'ont jamais cessé de réparer, de nuits de 4 heures et de jours de 14, de peur transformée en compétence, de honte transformée en dignité, de sous-sol transformé en commandement. Ce n'est pas une histoire qui dit « rêvez grand ». C'est une histoire qui dit « tenez bon, écoutez les machines ». Écoutez les gens. Apprenez à réparer. N'abandonnez pas quand le sifflet hurle. N'abandonnez pas quand le sous-sol inonde. N'abandonnez pas quand il vous appelle la fille du sous-sol. Parce qu'un jour, peut-être, vous commanderez le sifflet. Et ce jour-là, vous vous souviendrez de tous ceux qui vous ont appris à tenir. Mariette Duhamel n'a pas changé le monde. Elle a sauvé 47 emplois. Elle a transformé un sous-sol en symbole. Elle a prouvé qu'on peut venir de la soda caustique et finir avec une pension. Qu'on peut dormir sur un lit de camp et mourir dans un appartement à soi. Qu'on peut être invisible pendant 40 ans et laisser une photo floue qui dit plus que 1000 discours.
La leçon n'est pas dans la grandeur. Elle est dans la persistance, dans le refus de laisser le silence gagner, dans la main qui tient la clé anglaise, même quand elle saigne, dans la voix qui dit « Demain, 6 heures », dans le courage de redescendre au sous-sol quand tout le monde a abandonné, dans la certitude que la dignité ne se donne pas. Elle se répare, vanne par vanne, jour après jour, sifflet après sifflet. Et si vous passez un jour à Roubaix, près du canal, vous verrez peut-être une petite usine qui résiste. Vous entendrez peut-être un sifflet à 6 heures. Et si vous regardez bien, vous verrez la vapeur monter d'un sous-sol où, il y a 90 ans, une fille de 17 ans s'endormait sur un lit de camp en se disant « Juste jusqu'à ce que j'économise pour une chambre ». Elle n'a jamais eu sa chambre. Elle a eu mieux. Elle a eu la liberté de ne plus avoir peur du sifflet. Et c'est peut-être la seule victoire qui compte vraiment. Cette histoire fictionnelle inspirée de la réalité nous rappelle que la dignité ne se reçoit pas. Elle se construit, jour après jour, comme Mariette l'a fait en réparant les machines et en refusant de céder au silence. Parfois, la véritable victoire n'est pas de tout changer, mais simplement de ne pas abandonner. Parce que tenir, c'est déjà résister. Et résister, c'est vivre. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Mariette? Avez-vous déjà connu quelqu'un qui s'est relevé malgré tout, sans reconnaissance, seulement par devoir ou par amour du travail bien fait? Que signifie pour vous la liberté? Ne plus obéir ou choisir ce à quoi vous obéissez? Écrivez le mot persévérance dans les commentaires si vous êtes resté où jusqu'à la fin. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Et si dans votre famille, il existe des récits anciens, des souvenirs d'usines, de courage ou de transmission, partagez-les. Ils pourraient inspirer d'autres histoires sur cette chaîne. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains récits, aimez la vidéo, activez la cloche et partagez-la avec quelqu'un qui croit encore que le travail, la mémoire et la solidarité peuvent réparer le monde. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Et souvenez-vous, tant que le sifflet sonne, il y a encore quelqu'un qui se bat pour continuer.